Bonjour à toutes et à tous, je suis Yasmine Sadji et je suis ravie de vous accueillir pour cette carte blanche organisée par la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. J'ai le plaisir d'ouvrir et d'animer cette table ronde consacrée à un sujet au cœur de l'économie sociale et solidaire, innovation sociale et initiatives financières, l'impact des coopératives dans l'ESS. Vous le savez, les coopératives occupent une place singulière. Elles conjuguent activité économique et projet social en plaçant l'humain, la démocratie et le territoire au centre de leur fonctionnement. À l'heure des transitions écologiques, sociales et numériques, leur capacité d'innovation et leur modèle financier suscitent un intérêt plus que croissant. Pour éclairer ce thème sous différents angles, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Letielleux. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne ainsi qu'au laboratoire CRIEG Intrare. Je ne suis pas trompée. Vous êtes titulaire de la chaire ESS dont la CASDEN est partenaire depuis plus de 10 ans. Vous nous apporterez un regard académique et analytique sur la spécificité des coopératives et leur rôle d'innovation. Bienvenue à vous. François Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CASDEN Banque Populaire, je l'ai dit, la banque des agents de la fonction publique. En tant que dirigeant engagé de l'ESS, vous nous parlerez de l'ancrage territorial des coopératives et les nouvelles dynamiques financières qui les soutiennent. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Gruffat. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, ancien député européen et ancien président de Biocop. Vous partagerez avec nous votre expérience concrète de développement d'un modèle coopératif à grande échelle, ainsi que votre regard sur les enjeux européens. Bienvenue à vous. Notre objectif, à travers ces échanges, sera de comprendre comment les coopératives peuvent continuer à innover, à s'adapter et à peser dans l'économie de demain. Alors, ma première question, elle sera pour vous, Laetitia. Pourriez-vous nous expliquer comment, selon vos recherches à la chaire de l'ESS de Reims, les coopératives se distinguent des autres structures de l'ESS en termes d'innovation sociale et de modèles économiques? Alors, je vous remercie pour déjà votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être là pour ces rencontres et puis j'espère qu'on va pouvoir aussi échanger ensemble sur cette thématique. Alors, pour répondre déjà à votre question, sur les coopératives, on peut dire qu'il y a déjà 3 caractéristiques majeures par rapport à des associations ou à d'autres types de structures de l'économie sociale et solidaire, et notamment sur le modèle économique, qui est un modèle économique justement aussi hybride. On pourra en reparler largement, je pense, au cours de nos échanges, où à la fois il y a des réserves impartageables, on a aussi un modèle économique qui permet en fait une répartition beaucoup plus équitable des richesses qui peuvent être créées par ces structures. Donc ça, c'est la première chose. Et puis également l'idée d'avoir une gouvernance partagée avec une place prépondérante aussi pour ceux qui font la coopérative, que ce soit les salariés, que ce soit des usagers, selon le type de modèle de coopérative qu'on va pouvoir rencontrer, que ce soit de la SCOP, qu'on soit sur une CAE pour les coopératives d'activité et d'emploi, ou encore sur les SIC, sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc on voit qu'on a finalement un kaléidoscope de ces coopératives, de ces modèles, qui va vraiment permettre, aussi bien aux innovations sociales, et on pourra reparler à travers différents exemples, de pouvoir finalement s'épanouir. Et on voit aussi qu'on a un modèle en interne, dans l'organisation même de la structure, qui va permettre à ces innovations sociales de pouvoir également se développer à l'intérieur et à l'extérieur. Merci pour ces premiers éléments. Et est-ce que vous pourriez partager avec nous et nous aider à identifier les leviers afin que les coopératives puissent avoir un impact durable, à la fois social, économique et démocratique? Alors justement, comme on vient de l'expliquer, évidemment le modèle économique qui permet déjà d'avoir une répartition beaucoup plus équitable des richesses. Alors quand on parle justement des différents aspects que vous avez évoqués sur un modèle, un impact durable à la fois social, économique et démocratique, on pense à tout ce qui est lié aux 17 objectifs du développement durable, qui se traduisent dans les organisations par la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. Et à travers les coopératives, déjà dans leurs actions, souvent elles sont tournées vers soit un aspect écologique, environnemental, surtout aussi social. Et ce que je trouve extrêmement important et qui permet un des leviers qui me semble en tout cas le plus important, c'est cette prise de décision, cette gouvernance qui est partagée, où on a une prise en compte de l'ensemble des parties prenantes qui participent justement à la coopérative. Que ce soit les salariés, que ce soit des usagers, que ce soit des financeurs, des collectivités. Donc c'est vraiment la possibilité de décider de son avenir. Et ça change tout.
Justement, la gouvernance partagée, on va en parler avec vous, François Brun. Le secteur bancaire, comme toute l'économie, fait face à des enjeux de gouvernance et de responsabilité. Et les banques coopératives ont depuis longtemps développé un modèle particulier. Est-ce que vous pouvez rappeler pour notre public les spécificités de cette gouvernance et ce que peuvent en apprendre d'autres secteurs? Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici, de nous avoir invités pour cette conférence, cette carte blanche. Pour répondre précisément à votre question, à la CASDEN, c'est le principe d'Auguste Blanqui qui prévaut. Chaque sociétaire dispose d'une voix, quel que soit son nombre de parts sociales. Et puis cette gouvernance démocratique place bien évidemment l'intérêt collectif au cœur de nos décisions, garantissant ainsi à la banque qu'elle reste fidèle à sa mission sociale. Notre conseil d'administration est en fait le reflet de la diversité de notre sociétariat. Nous, notre cœur de cible, ce sont les fonctionnaires. C'est ouvert à la fonction publique, toute la fonction publique en 2015. Et notre conseil d'administration, 18 membres, censeurs et administrateurs, reflète donc notre sociétariat avec des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires de l'hospitalière et de la territoriale. Aujourd'hui, il y a des enjeux autour de cette gouvernance qui est propre aux coopératives, en tous les cas à la nôtre. C'est d'une part, pour être administrateur, il y a un certain nombre de contraintes qui nous sont imposées, des contraintes réglementaires qui sont imposées par les organismes de supervision et la BCE. Et d'autre part, donc ces contraintes sont très importantes au niveau de la formation. Et de l'autre côté, on a des fonctionnaires qui n'ont pas d'autorisation aujourd'hui pour pouvoir accomplir leur mission. Donc, il faut rappeler que par rapport à la loi Hamon, le statut de militant mutualiste existe, mais le statut de militant coopérateur n'existe pas. Donc, c'est tout le travail qu'on est en train de mener, nous, ici, en tant que banque coopérative, pour accéder à ce statut de militant coopérateur. Mais notre identité, elle repose aussi sur trois fondamentaux. La solidarité, la confiance et l'équité. Ces valeurs guident toutes nos actions et nous engagent à construire une finance responsable, centrée sur des projets et des agents publics et de leurs familles. Ce modèle aussi démontre qu'une structure économique peut être à la fois performante et humaine, tout en conservant ce caractère citoyen. Et puis, dans le cadre de notre plan stratégique à l'horizon 2030, nous allons développer, bien sûr, mettre l'accent sur l'innovation sociale et la durabilité. D'autres secteurs de l'économie peuvent bien évidemment s'en inspirer, mais l'idée quand même maîtresse au sein des coopératives, c'est de mettre l'humain au cœur de ce modèle, au cœur de la réflexion. Merci François pour cette présentation des enjeux de gouvernance portés par la CASDEN. Claude Gruffat, je l'ai dit, vous avez été président de Biocop. Alors Biocop est un exemple marquant d'entreprise coopérative qui a su grandir tout en restant fidèle à un projet militant et à des valeurs fortes. Pourtant, dans l'économie sociale et solidaire, la croissance peut parfois mettre ces valeurs à l'épreuve. Dans votre expérience à Biocop, comment avez-vous concilié développement économique et justement fidélité à ces valeurs coopératives? Merci pour cette invitation à cette table ronde. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Alors Biocop, qui est un réseau coopératif en France, qui a émergé en 1986 pour être précis, donc ça a déjà un petit peu d'histoire, qui est devenu un réseau coopératif en 2002. Si on a choisi ce statut, c'est précisément pour pouvoir intégrer un certain nombre d'acteurs dans la coopérative pour pouvoir construire ce projet, qui est un projet politique au sens noble du terme, c'est-à-dire un projet qui fait une proposition à la société civile sur les questions d'alimentation, d'agriculture et de consommation responsable. Donc, dans sa construction, Biocop a 4 familles d'acteurs différents. C'est une coopérative multi-acteurs. En France, on connaît bien les coopératives mono-acteurs, parce que vous connaissez tous les coopératives agricoles, bancaires, forestières, maritimes, etc. Il y en a plein. Mais multi-acteurs qui associent des acteurs qui peuvent avoir un intérêt divergent a priori. Parce que quand des commerçants achètent à des paysans,
en général, les discussions sont plutôt vives. Alors que là, on a mis dans la même coopérative les deux acteurs pour construire ensemble. Donc déjà, le challenge est assez intéressant. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Ça marche parce qu'on a une vision de ce qu'on veut faire qui est vraiment partagée. C'est-à-dire que ce qu'on veut comme modèle agricole et comme qualité de produits bio et comme modèle de consommation responsable, on le partage à tous les acteurs. Tous les acteurs, je dis, c'est donc les commerçants, les magasins, les paysans qui sont réunis chez nous en groupement de producteurs, les salariés des différentes horizons, soit qui viennent des magasins, de la coopérative ou de chez les producteurs, qui peuvent s'associer dans la coopérative Biocop, et puis les associations de consommateurs. Donc les différentes parties prenantes pour construire un système alimentaire très innovant quand on était dans les années 90, et puis aujourd'hui, qui est beaucoup plus connu, et pour cause, qu'on a quand même été très influent sur ce modèle-là en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous l'avez cité, et nous, on l'a vraiment mis en musique, et j'ai mesuré à quel point c'était important, c'est la gouvernance partagée, mais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans notre construction, Biocop, la coopérative, on a un niveau local, on a un niveau régional, national, puis après, Assemblée générale et congrès où on fixe ensemble la stratégie. Et ce niveau, tout le monde y a accès. Les salariés, les consommateurs, les producteurs et les magasins. Donc, toutes les décisions qui se prennent, parce qu'après, il y a aussi des comités dans lesquels on est, le comité gouvernance coopérative, le comité ESS, le comité, etc. Tout le monde peut y accéder aussi. Donc, il y a un partage de la possibilité de s'exprimer à tous les niveaux qui est vraiment vivante, qui est vraiment importante. Alors, ça paraît un peu usine à gaz, vu de l'extérieur, quand on regarde comment on fonctionne. Mais moi, ce que j'observe, c'est que ça marche parce que quand il y a une telle participation à tous les niveaux, eh ben, il y a une sérénité dans le partage des décisions à la fin qui peut se faire, qui est réellement partagée, du coup, qui est portée par tous les acteurs. Donc ça, c'est fort et c'est puissant. Sur la question de la croissance qu'on a eue, en gardant les valeurs, notre croissance, elle était fondée pas sur juste la croissance économique pour la réussite économique, mais elle était fondée sur un maillage du territoire en magasin pour que la bio s'approche des gens. Donc il y avait une vraie raison ultime au projet. Donc en créant des magasins, évidemment, on fait de la croissance. Après, il faut tenir la route pour gérer cette croissance, etc. C'est pareil pour les groupements de producteurs. Parce que quand Biocop, dans la coopérative, on dit, voilà, on crée tant de magasins, l'année prochaine, on va avoir besoin de telle surface de tournesol, de colza, de pommes de terre, de carottes, etc. Les groupements de producteurs, ils peuvent se préparer à les fournir. Donc ça veut dire qu'il y a une co-construction. Ça veut dire qu'eux, ils accueillent des nouveaux agriculteurs, des nouvelles surfaces, de la conversion en bio, etc. Et ça, c'est important parce que on voit bien que là, on n'est pas dans une démarche de concurrence où nous, on va dire, les magasins, on va dire, le tournesol, tu nous le vends combien? Toi, tu nous le vends combien? Toi, tu nous le vends. Où on déconstruit le prix spéculatif pour acheter le moins cher possible. Non, on construit ensemble pour avoir les produits et on se met d'accord sur un niveau économique qui rémunère de manière la plus juste possible le producteur et qui fait que le consommateur a aussi un prix juste. Et je voudrais dire entre parenthèses là qu'un prix juste pour le consommateur, c'est pas le prix le plus bas, c'est le prix pour qu'il puisse avoir un produit de qualité longtemps. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on construit les choses et qu'on a fait. Du coup, quand on décide un niveau de croissance, nous, on a estimé. Alors, pourquoi on a voulu aussi peser un certain poids sur le marché? Pour être influent. Parce que ça, pour nous, mettre la bio à un certain niveau de qualité en France, c'était extrêmement important. Et on voulait être influent là-dessus. Et on a mesuré que quand on avait 12-15% du marché, on était influent. Donc on s'est dit, on ne fera pas plus. On s'est cadré à ce niveau-là et on a structuré notre développement à ce niveau-là aussi. Donc maillage du territoire en magasin, maillage du territoire en groupement de producteurs, avec un cadrage volume qui fait qu'on ne voulait pas faire toute la bio. Il y en a de la place pour tout le monde. Nous, ce qu'on voulait, c'est être influent et le cadrer d'une certaine manière. Et pour faire tout ça, on a écrit un cahier des charges qualité qui dit ce qu'on veut faire ensemble d'une manière précise. Notre cahier des charges, il fait plus de 120 pages. Et on le fait contrôler par un organisme tiers pour dire Biocop s'est engagé sur un cahier des charges, les magasins font ce qu'il y a dans le cahier des charges et on peut justifier que c'est vrai et que c'est réel parce que c'est contrôlé à l'extérieur. Et après, il y a tout un tas de valeurs. Par exemple, pour les produits, on veut que ce soit des produits de proximité. Donc, circuit court, donc producteurs locaux. Donc, les magasins sont censés prendre le plus possible en local et la coopérative le soutient économiquement. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Mais aussi les filières d'origine France, c'est ce qu'on fait avec nos grands ponts de producteurs, mais aussi, on ne fait pas d'hémisphère sud, parce que c'est loin et qu'on trouve tout dans l'hémisphère nord.
Et aussi, on ne fait pas de transport par avion, et c'est un vrai choix, et ça a des conséquences sur nos achats. Donc, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont mis en œuvre et qui sont, en gros, il y a le règlement européen pour la bio et il y a le cahier des charges Biocop qui fixe des conditions supplémentaires pour que la bio soit plus cohérente environnementalement et socialement. Voilà. Merci, merci d'avoir rappelé le principe fondateur de co-construction et je retiens l'idée d'accessibilité. Je vais aller trop vite. Laetitia, vous parlez souvent de l'ESS comme d'un laboratoire d'innovation sociale. D'après vous, en quoi les coopératives illustrent-elles, ou en tout cas peuvent illustrer, cette capacité d'expérimentation? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, c'est bon. Donc, déjà, il faut peut-être rappeler ce que c'est qu'une innovation sociale, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, la définition est extrêmement floue. Une innovation technologique, tout le monde sait ce que c'est, on peut breveter, on peut commercialiser, il n'y a pas de problème. Quand vous allez voir votre banquier, il peut éventuellement comprendre où vous allez en venir. Quand vous venez et que vous lui dites, voilà, moi j'aimerais faire une innovation sociale, par exemple, dans le cadre de nos travaux sur la chaire, on a travaillé sur les groupements d'employeurs. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent les groupements d'employeurs. Ils peuvent avoir une forme associative ou une forme coopérative. Et l'idée, c'est de pouvoir justement répondre à des besoins atypiques en termes d'emploi pour tout type de structure, que ce soit des associations comme des PME ou d'autres types d'entreprises. Vous avez besoin d'un comptable 2 jours par semaine. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver, c'est assez atypique. Les groupements d'employeurs peuvent être une réponse et il y en a partout sur votre territoire, quel que soit le secteur d'activité. Ça, c'est une innovation sociale. C'est de voir le travail autrement, de pouvoir justement organiser autrement. Et quand on parle d'innovation sociale, une définition sur laquelle on s'entend, on va dire d'une manière un peu commune, c'est de dire que c'est de répondre à des besoins qui sont peu ou mal satisfaits sur les territoires. Ça, c'est l'histoire de l'économie sociale et solidaire. Toutes les actions qui sont menées généralement par des structures de l'ESS, que ce soit des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, elles visent à répondre à un besoin qui est peu ou mal satisfait sur les territoires. Donc ça, je préférais quand même le rappeler parce que quand on parle d'innovation sociale, eh bien, on arrive souvent ces innovations sociales, et je rejoins ce qui vient d'être dit par Monsieur Gruffat en disant on est sur une économie de proximité. L'économie sociale et solidaire, c'est avant tout déjà un modèle économique qui se veut effectivement respectueux des principes du développement durable, mais aussi surtout de proximité pour répondre à des besoins très concrets sur des territoires, des populations. Et c'est souvent l'émergence, enfin en tout cas l'émanation d'initiatives citoyennes. Donc ça, c'est un premier point. Donc des innovations sociales, on va en retrouver dans tout. Je veux dire, de les définir, c'est extrêmement difficile parce qu'on peut retrouver dans l'emploi. Moi, actuellement, je travaille sur les coopératives de santé. Les coopératives de santé, même dans la santé, on va trouver des innovations sociales. C'est une façon d'envisager le rapport aux soins, le parcours de soins et aussi les relations avec les soignants qui est complètement différente. Donc ça, ce sont des innovations sociales. Alors, on aura aussi l'occasion, je pense, d'y revenir. Alors, en quoi les coopératives peuvent illustrer cette capacité d'expérimentation? Eh bien, je crois que l'exemple que vous avez donné, Monsieur Gruffat, est assez aussi parlant, et puis ce que dit aussi Monsieur Brun, c'est-à-dire pour la CASDEN, ça appartient aux sociétaires, pour Monsieur Gruffat, ça appartient, justement, c'est les salariés aussi qui décident, des consommateurs, enfin, on va dire, c'est vraiment l'ensemble des citoyens et des acteurs qui vont décider à la fois du modèle économique et qui vont décider de leur avenir. Je redis toujours un peu la même chose, mais ça, c'est extrêmement important. Cette gouvernance partagée fait que la stratégie, les décisions font que si on a envie d'innover, si on a envie de faire quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est ça quand même l'innovation, hein, c'est de faire quelque chose qui n'existe pas pour pouvoir répondre à un besoin, eh bien le modèle coopératif justement est vraiment un des modèles qui va permettre de réfléchir à cette stratégie tout en construisant un modèle économique, parce que ça parfois c'est un peu le bas qui blesse dans les associations, un modèle économique qui va pouvoir porter et aider finalement à passer de l'idée vraiment jusqu'au développement, en tout cas, de cette innovation sociale. Donc, effectivement, il y a plein d'exemples, hein, vous l'avez évoqué. Donc, ce n'est pas qu'une utopie, c'est vraiment aussi une réalité. Lorsque je vous ai présenté, j'ai précisé que vous étiez titulaire de la chaire ESS depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Justement, au sein de votre chaire, quels enseignements ou modèles de gouvernance coopérative sont aujourd'hui étudiés et valorisés?
Alors, nous, au sein de cette chaire, donc c'est une chaire en économie sociale et solidaire. Moi, je suis gestionnaire. À la base, je suis pas forcément une économiste et je suis aussi une juriste. Comme quoi, on peut être vraiment très transverse. Et en tout cas, cette approche, elle nous permet, dans cette chaire, on essaie d'avoir un regard aussi pluridisciplinaire. Et quand vous dites quels sont les modèles qu'on va étudier, quand on parle de coopératives, on va étudier différents types de modèles de coopératives. On a étudié donc les SCOP, on a étudié les CAE sur les coopératives d'activité et d'emploi pour comprendre comment on pouvait aussi développer l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on pouvait aussi sensibiliser à l'entrepreneuriat sous un modèle coopératif. Et puis aussi les SIC. Là, dernièrement, sur notre territoire, on a une association, enfin au départ c'était une association, ça s'appelle l'Extra, donc c'est un restaurant inclusif, donc c'est un restaurant extraordinaire fait avec des gens extraordinaires, c'est leur slogan. Et d'ailleurs maintenant c'est un restaurant qui est devenu gastronomique. Donc, si vous connaissez les cafés joyeux, c'est un peu le même système que par les cafés joyeux. Donc, c'est vraiment l'insertion de personnes en situation de handicap. Mais là, on est sur un restaurant gastronomique. Et ils ont choisi le modèle de la SIC. Alors, pour quelle raison? Parce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir intégrer tous les acteurs dans leur projet, et notamment les personnes en situation de handicap dans le modèle de gouvernance. Pas les familles, les personnes qui travaillent au sein du restaurant. De pouvoir aussi associer les partenaires, aussi bien les collectivités, des financeurs, parce que là aussi, ça c'est la force du modèle coopératif. Quand vous pouvez, en tout cas, participer à la prise de décision, ça renforce déjà une implication de la part de l'ensemble des acteurs. Ça permet aussi de pérenniser les relations entre les acteurs, des financeurs comme les salariés ou l'ensemble des partenaires, l'ensemble des parties prenantes. Et puis surtout, même quand on est salarié dans la coopérative et qu'on peut ne pas être d'accord avec la stratégie qui est choisie, le fait d'avoir entendu et participé au débat fait que ça a un sens. En tout cas, la décision qui est prise, elle a un sens. Elle ne vous tombe pas comme ça de manière hiérarchique et on va dire vraiment à la verticale, où on vous dit c'est comme ça et puis il n'y a pas besoin de poser de questions, il faut le faire. Là, vraiment, dans le modèle coopératif, on est sur une gouvernance aussi qui est transversale et cette prise de décision partagée, participative, fait que, il y a beaucoup moins de résistance, en tout cas, quand une décision est prise pour pouvoir l'appliquer. Quand on a préparé l'entretien de ce jour, vous m'avez donné quelques chiffres et j'avoue que j'étais assez impressionnée. Est-ce que vous pouvez rappeler pour notre public le nombre de coopératives en France et le nombre d'emplois concernés? Oui, alors pourquoi? Parce que je suis spécialisée en gestion des ressources humaines, alors forcément ces questions-là, elles m'interpellent. Et quand on parle de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, notamment aujourd'hui, 80% des structures de l'économie sociale et solidaire, ce sont des associations, on est d'accord. Donc, elles vont regrouper ces associations à peu près l'équivalent de un peu moins de 1,5 million équivalent temps plein. Quand on prend les coopératives, qui vont représenter un peu plus de 22 000 coopératives en France, on est à presque 1,3 million de salariés. Donc, ça permet de montrer aussi, quand on dit l'économie sociale et solidaire, ça représente 10,5% de l'emploi en France. Alors, c'est tout sauf, on va dire négligeable, évidemment, mais surtout de montrer aussi qu'on a une très grande variété des structures de l'économie sociale et solidaire, une très grande variété aussi des caractéristiques d'emploi dans l'économie sociale et solidaire, et que les coopératives, même si en nombre, elles sont moins importantes que les associations, en termes de salariés, on se rend compte qu'on est assez proche, même très très proche, en tout cas de ce qu'on peut retrouver comme type d'emploi dans les associations. Alors en soi, c'est pas tellement étonnant quand on voit le type d'activité, le modèle économique. Mais il faut quand même le souligner sur une conférence sur les coopératives. François Brun, on l'a vu, la CASDEN est une banque coopérative engagée, très présente aux côtés des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais au-delà du financement, elle soutient également des projets d'innovation sociale. Alors comment la CASDEN agit concrètement dans ce domaine et qu'est-ce qu'elle peut apporter, qu'est-ce que son modèle de gouvernance peut apporter à d'autres secteurs? Oui, pour compléter ce que disait Laetitia, c'est vrai que la CASDEN est née d'un besoin. À l'époque, en 50, c'était le besoin entre enseignants, de financer l'avenir de leurs enfants. Donc, c'est exactement ça, la dimension d'innovation sociale, c'est répondre à un besoin. Alors, cette innovation sociale, on l'accompagne bien évidemment financièrement et de manière engagée citoyennement. Nous proposons des solutions de crédit et d'épargne, comme vous le savez, adaptées aux besoins des agents de la fonction publique et des projets collectifs.
avec une logique de finance, bien sûr, responsable et privilégiant l'impact à long terme, plutôt qu'un rendement immédiat. Et ça, voilà, nous sommes bien dans cette logique-là. À la Casdin, nous sommes aussi convaincus que l'économie doit rester au service de l'humain, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous plaçons, bien sûr, la personne avant le capital. Notre modèle repose sur une finance bien responsable et patiente. Les dépôts des sociétaires servent directement à financer les projets des autres. Donc c'est simple, mais profondément transformateur aussi, parce que cela crée un cercle vertueux de solidarité. Mais notre action ne se limite pas au financement. Nous accompagnons également les transformations sociales à travers des initiatives éducatives qui font partie de notre ADN aussi, initiatives éducatives, culturelles et citoyennes. Alors, je donne un exemple, c'est qu'en 2020, à Blois, ici même, nous avons lancé un programme qui s'appelait Histoire, Sport et Citoyenneté. Alors, peut-être que celles et ceux d'entre vous ont pu voir ce programme. Il y a plus de 6 millions de visiteurs, donc c'est vraiment, ça a été un moment fort au sein de notre coopérative. C'était en partenariat avec le groupe Achac et ça a mis en valeur, bien évidemment, le rôle du sport, des sportifs comme vecteur d'inclusion et d'émancipation avec les valeurs qui y sont associées. Nous avons aussi co-construit cette année, à cette rentrée, une exposition avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage sur 20 figures qui ont défendu l'esclavage, qui ont défendu la cause, bien évidemment, contre l'esclavage. Et donc, cette exposition a été un moment important à cette rentrée, puisque nous l'avons inaugurée sur l'île. En parlant combien la mémoire de l'esclave, enfin de ceux qui ont défendu cette cause pendant toutes ces années était essentielle pour notre société et de leur rendre justice aussi, parce que effectivement aujourd'hui certains sont un peu oubliés. Et puis nous lançons aussi à cette rentrée une exposition sur la santé mentale, un sujet qui a été longtemps resté tabou, mais crucial, et qui aussi est là pour le bien-être au travail et la cohésion sociale. Donc cette dimension-là, éducative, sociale et citoyenne, nous l'incluons aussi au sein de notre coopérative. Et c'est important de rappeler ce lancement dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale. Claude Gruffat, vous nous l'avez rappelé dans votre propos introductif, les coopératives reposent sur l'engagement de leurs membres, mais pour être reconnues à plus grande échelle, il faut toucher un public plus large. Alors, encore une fois, selon votre expérience de chef d'entreprise associée à celle de député européen, comment convaincre citoyens et consommateurs que l'économie coopérative est une alternative crédible et durable? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Je commencerai pour répondre à la question, par rappeler que dans le monde de l'entreprise, en France, je pense qu'en Europe c'est proche, les entreprises, les PME classiques changent de main en moyenne tous les 7 ans. Ce qui veut dire qu'on crée une entreprise, elle prend de la valeur, et puis à un moment donné, son fondateur, il la vend. Donc, rupture dans la valeur de l'entreprise, puisqu'elle est reprise par quelqu'un d'autre, qui va refaire de la valeur, qui va la revendre, qui va refaire de la valeur. Donc, on a une entreprise qui évolue en sinusoïde, donc avec une variable dans sa solidité sur le marché, sur sa vie, sur sa capacité d'investissement, d'innovation, etc. Les coopératives, elles changent pas de main. Donc, la valeur créée dans la coopérative évolue de manière linéaire, quand les affaires vont bien, évidemment, d'une manière continue. Donc, il y a une capitalisation, une accumulation de la richesse produite par la coopérative qui est extrêmement stable et qui nous emmène loin. Et c'est comme ça qu'on a créé des monstres en coopérative en France. Vous avez tous vu comment les coopératives agricoles sont devenues des géants dans leur métier, comment certaines banques sont devenues des géants dans leur métier, etc. Donc ça dit déjà quelque chose. Comment cette capacité à grossir, à grandir. Après, quand on est sur ce chemin-là, pour moi, ça dit 3 choses. 1, résilience. Donc, on a des entreprises coopératives qui sont beaucoup plus résilientes face aux chocs
face aux difficultés, face à un marché qui bouge, face, etc. Une capacité d'investissement et d'innovation qui peuvent être beaucoup plus fortes. Et ça, on le vérifie. Et à travers la trajectoire de Biocop, on le vérifie aussi, hein, parce que quand on a démarré, on démarrait de zéro, hein, on n'avait rien. Et progressivement, on a pu, comme ça, grandir parce qu'on s'est solidifié énormément, économiquement parlant. Et puis, il y a la question aussi de la fidélité au projet initial. C'est-à-dire que quand on l'a créé, j'ai dit tout à l'heure, Biocop, on l'a créé parce qu'on avait une philosophie globale de dire on veut développer la bio en France, on veut développer la consommation responsable en France, c'était les deux jambes. Et à partir du moment où on arrive à les faire fonctionner de manière équilibrée et qu'elles se co-construisent mutuellement, eh ben, on arrive à quelque chose qui est important. Et comme on est resté sur cette base-là, qu'on n'a pas changé nos valeurs pendant 35 ans, ben aujourd'hui, on est devenu ce qu'on est devenu sur notre marché. Et quand on est numéro 1 sur notre marché, on est numéro 1. Mais quand nous, on fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires, le deuxième, il fait 250 millions. Donc on est numéro 1, mais il y a une sacrée rupture derrière. Parce que le deuxième, c'est des entreprises à capitaux privés, etc., et qui sont dans le schéma que je citais tout à l'heure. Alors, après, l'efficacité dans la création, à ce niveau-là, je prends juste un exemple comment on arrive à innover et à créer. À un moment donné, c'est poser la question pour nos produits du lait de chèvre et du lait de brebis, parce qu'en France, on n'en trouvait pas en quantité suffisante de manière réunie. Il y a plein de petits producteurs, mais d'une manière ensemble, on n'avait pas. Biocop a décidé d'investir dans cette filière. Alors, ça se constitue comment ça se passe? On met des techniciens sur le terrain pour créer un groupement agricole. C'est très sportif de créer un groupement agricole parce que des agriculteurs, ça ne travaille pas spontanément ensemble. Ça, c'est historique. Du coup, c'est plusieurs années de travail pour arriver à trouver dans une région un potentiel donné, puis à créer le groupe, à créer le groupement de producteurs. Et après, il faut trouver un industriel qui vient se mettre là au milieu, une PME qu'on crée pour transformer les produits. Parce que quand on a le lait, on n'a encore pas le yaourt, le fromage, etc. On fait le travail. Et puis après, on arrive à des produits, on arrive à le mettre en marché. 7 ans de travail investi pour arriver à créer cette filière. Créer toute pièce. Elle n'existait pas avant. Le chèvre, on l'achetait en Allemagne et en Hollande. Il n'y avait pas assez en France. Et là, du coup, on a permis des installations dans ces productions-là. On a permis tout le développement qui se crée. Maintenant, on a une filière qui marche bien et qui est particulièrement efficace. Ça, c'est des filières comme ça, on en a des dizaines et des cinquantaines. Donc, c'est pour dire un petit peu pourquoi ça marche. Mais quand on fait ça, on est arrivé à gagner la confiance des acteurs. On est arrivé à mettre les gens en coopération et plus en compétition. Je ne sais plus comment je vends mon lait, etc. et comment je vais me débrouiller sur mon marché dans mon petit coin. On travaille ensemble. Comment le projet commun transforme les mentalités et devient du coup un levier de réussite sur le territoire, et comment on arrive à investir puissamment en commun, parce que ce qu'on a fait là en groupe, individuellement, personne n'aurait pu le faire auparavant. Donc on a travaillé ça. Et à parallèle, on travaille aussi la question, j'ai dit, du juste prix aux producteurs. On a inventé en fait le commerce équitable qu'on a appelé au début Nord-Nord, qui est devenu le commerce équitable en France, de manière à répondre aussi à la question de la rémunération des producteurs. Il semblerait que tout le monde en a entendu parler, parce que c'est une manif de paysans sur cette question. Eh bien oui, c'est fondamental d'arriver à faire ça. Et si on n'est pas en coopération, je ne vois pas comment on peut traiter le sujet. Je ne vois pas comment on peut traiter le sujet. Il n'y a que par le fait de travailler ensemble qu'on va arriver à un moment donné, quand des acteurs différents du producteur au consommateur sont d'accord sur ce qu'ils font ensemble, qu'on arrive à régler le problème de la juste rémunération pour les producteurs de manière efficace et longue. Pas pour 2 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, et plus si c'est possible. Donc le socle de valeur, c'est celui qui va permettre à une coopérative de durer longtemps, mais pour autant, il ne faut pas qu'elle perde ses valeurs initiales, qu'elle reste sur ce socle de valeur, et c'est pour ça, pour moi, qu'on arrive à garder l'efficacité en grossissant et en renforçant même le socle des valeurs au fur et à mesure, parce que plus on est économiquement solide, plus on peut se permettre de mettre la barre des valeurs haute et de partager de plus en plus de valeurs. Et ça, je ne vois pas quel autre modèle entrepreneurial peut le permettre, si ce n'est celui de la coopération. Je retiens les 3 piliers, résilience, innovation, philosophie. C'est ce qui fait que Biocop est très souvent cité comme un exemple de réussite dans le monde de l'ESS. Et c'est ce modèle qui allie croissance et valeurs fortes. Et merci de nous avoir rappelé que finalement, c'était la coopération qui
permettait de ne pas se perdre et de ne pas perdre cet idéal. François Brun, on l'a vu que le financement en fait reste un enjeu majeur pour les acteurs de l'ESS qui sont souvent confrontés à des besoins spécifiques ou à des solutions traditionnelles qu'on pourrait qualifier d'inadaptées. Face à ces défis, quelles réponses ou quels dispositifs la CASDEN met-elle en place pour accompagner ces sociétaires? Oui, c'est vrai que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est bien évidemment de financer les projets des personnels, des collectivités à un moment donné aussi. Financement à travers notre programme qui est en épargne, et ensuite on propose des financements intéressants avec sport de caution, etc. Donc ça, c'est notre première jambe. Je vous ai aussi décrit tout à l'heure nos engagements qui étaient ceux plus sociétaux, plus citoyens, plus éducatifs, parce que ça aussi c'était dans notre ADN. Je voulais peut-être revenir sur un autre aspect, c'est notre côté affinitaire. Et ça, ce côté affinitaire, nous sommes la seule banque à le revendiquer, en tous les cas aujourd'hui, c'est d'avoir ce lien privilégié, cette proximité privilégiée avec nos sociétaires, nos militants, parce que je le répète aussi, nous, on est une gouvernance particulière, mais aussi deux réseaux, un réseau d'opérationnels, une banque avec toutes les contraintes qui sont celles liées à une banque, avec les normes qui sont imposées par la BCE et toutes les autorités de contrôle et de supervision, et puis l'autre axe qui est l'axe de nos militants, dont certains sont ici aujourd'hui, les délégués. On a 250 délégués sur l'ensemble du territoire qui contribuent je répète, c'est du bénévolat, qui contribuent à faire rayonner les valeurs de la CASDEN sur l'ensemble des territoires et d'être en lien avec nos sociétaires. Donc ça, c'est un axe, je pense, qui est assez unique dans le paysage bancaire, mais même mutualiste d'une manière générale. Je voulais quand même le souligner. Et en plus de tout ce que l'on peut faire à côté, comme je vous le disais, concernant l'aspect culturel, l'aspect citoyen et pédagogique. Laetitia, lorsqu'on a préparé l'entretien de ce jour, on a évoqué le volet de la formation. La formation qui joue un rôle clé dans l'ESS, elle permet de renforcer les compétences des acteurs, de diffuser les bonnes pratiques et de soutenir l'innovation. Dans ce contexte, comment sensibiliser les plus jeunes et en quoi la recherche universitaire peut aider à faire évoluer les cadres juridiques et économiques autour des coopératives? Alors, merci pour cette question qui est vraiment d'actualité. Donc déjà, je suis ravie quand je regarde la salle, je vois qu'il y a des étudiants, je pense, de tout âge, des gens qui sont peut-être aussi en formation continue. Quand on parle justement de pouvoir parler d'économie sociale et solidaire, de pouvoir diffuser ce que c'est que l'innovation sociale, de parler entre autres des coopératives, déjà, il faut pouvoir communiquer. Pour pouvoir communiquer, il faut aussi pouvoir former. Et par la formation, la grande difficulté aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que en tout cas, on va parler déjà des aspects positifs plutôt, c'est qu'on voit au niveau des collèges et des lycées qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par l'ESPER pour sensibiliser les CRES aussi. Donc, c'est les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Il y en a partout sur vos territoires et dans vos régions et qui mènent des actions de sensibilisation et de formation, que ce soit vers les jeunes publics en collège, en lycée. À l'université, ça reste encore au bon vouloir, on va dire, des universités, des formations qu'on puisse mettre en place, etc. Donc, c'est assez compliqué. Nous, on est constitué en un réseau de chercheurs au niveau national. On a créé le réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire qui regroupe 29 universités en France et qui cherche justement à pouvoir continuer à maintenir et développer des formations, que ce soit de la licence au master, en économie sociale et solidaire, sous un angle qui peut être sociologique, juridique, gestionnaire, etc., pour justement sensibiliser l'ensemble des étudiants et futurs professionnels à ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Mais j'ai envie de dire, tout le monde devrait entendre parler d'économie sociale et solidaire pour pouvoir avoir le choix de savoir comment on a envie d'entreprendre aujourd'hui.
Tout à l'heure, je parlais des coopératives de santé. Je suis toujours un peu déçue que dans les facultés de médecine, on parle jamais de ce type finalement d'organisation. Il n'y a pas que la médecine libérale, il y a peut-être d'autres manières de pouvoir aujourd'hui commencer sa carrière quand on est dans un parcours de soins, en tout cas dans une formation de soins. Et notamment, on parle de quête de sens. C'est peut-être un moyen de retrouver du sens justement aussi à son travail ou à sa vocation première. Donc, pour exemple, je parle souvent du Canada, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de pays dans lesquels, dès le collège ou le lycée, on incite aussi les jeunes à se constituer en coopérative, à, en tout cas, réfléchir à ce que c'est que l'ESS et à l'expérimenter. Parce qu'on peut en parler en formation, mais le mieux, c'est quand même de l'expérimenter au quotidien. Surtout que, je dirais, tout le monde est en lien avec l'économie sociale et solidaire, quand vous êtes dans des associations sportives, culturelles, quand vous allez faire vos cours chez Biocop, quand vous allez à la banque. Donc, vous avez, pour vous soigner, votre mutuelle. Voilà, donc en fait, l'économie sociale et solidaire, elle nous entoure, mais force est de constater que la formation, c'est un des piliers, mais il faut aussi qu'on puisse communiquer. Il n'y a pas assez de communication, pas assez de visibilité. Je suis sûre que si dans la salle, on avait commencé en demandant finalement de quand vous datez l'économie sociale et solidaire. Alors moi, je l'ai fait avec mes étudiants. Il y en a, c'est 1970, 2000. Enfin, voilà, c'est un petit peu farfelu. Et on se rend compte, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la résilience, qu'on va dater souvent, on se souvient de l'économie sociale et solidaire dans les moments de crise. On peut parler de 2008-2009. Quel est le modèle économique, quel est le modèle d'entreprise, qui a le mieux résisté à la crise? Ce sont les coopératives. Et d'ailleurs, la loi Hamon derrière de 2014, il y a quand même 2 objectifs sur 5 qui portent sur les coopératives. Parce que l'idée, c'est de provoquer un choc coopératif, d'informer justement les salariés de la possibilité de reprendre leur entreprise en coopérative quand un gérant ou une gérante de PME part en retraite. C'est pas toujours parce que ça va pas bien, mais la structure peut être viable. Et qu'est-ce qu'elle devient? Donc, il faut former et informer. Il n'y a pas assez de communication. Les chiffres sur l'économie sociale et solidaire, on peine parfois à les avoir à jour régulièrement. Et ce manque de communication et de visibilité fait que, là aussi, sur les formations, c'est parfois difficile d'attirer ou de pouvoir en tout cas faire en sorte de construire, de se projeter dans un avenir pour beaucoup d'étudiants. Donc, sachez que dans les universités, il y a plein de formations d'économie sociale et solidaire si ça vous intéresse. Et si vous souhaitez avoir plus de connaissances sur ce point-là, je vous invite à aller sur le site du RIUE2S. Vous trouverez toutes les formations en économie sociale et solidaire en France. Alors, vous parliez de la recherche, l'un va pas sans l'autre. Dans le milieu universitaire, on n'est pas que enseignant, on fait aussi de la recherche. Et la recherche, elle vient aussi alimenter nos enseignements, parce qu'on est toujours comme ça en phase dans l'actualité. Nous, au sein de la chaire de l'économie sociale et solidaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, on fait ce qu'on appelle de la recherche participative, de la recherche-action. Ça veut dire qu'en fait, on est toujours sur le terrain. Si on n'est pas devant nos étudiants, on est sur le terrain, on va auprès des structures, des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour comprendre comment ça se passe, pour pouvoir faire le lien. Et on a créé finalement, en tout cas, on se croise les doigts, un cercle vertueux entre la formation, la possibilité d'être en stage ou en alternance pour nos étudiants, et puis pour nous, les accompagner, pouvoir développer de la recherche qui est co-construite avec les acteurs d'une problématique terrain. Comment est-ce qu'on peut en faire un programme de recherche qui va permettre aussi à la fois aux acteurs et à nos étudiants et de pouvoir réfléchir et d'aller au-delà d'une problématique. Alors, quand on parle des innovations sociales, et je m'arrêterai là, c'est bien d'avoir une innovation sociale, mais c'est encore mieux quand elle se diffuse sur un territoire. Et le gros problème aujourd'hui des innovations sociales, c'est qu'elles restent très ancrées sur un territoire, sur une proximité, et qu'on a beaucoup de mal à les diffuser. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement toute la phase après l'émergence d'essaimage, de duplication des innovations sociales. Comment est-ce qu'on fait? Il y a déjà un point très simple, il faut communiquer, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir montrer que ça marche. Si on montre que ça marche, ça va se dupliquer. Donc, ça paraît bête comme chou, mais la seule difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on communique pas assez. Donc, d'où notre présence aussi, je pense, aujourd'hui. C'est une manière de communiquer, de pouvoir échanger avec vous. Il faut vraiment qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Claude Gruffat. En fait, il met un peu de temps à se remettre. Il met un appuyé. Là, c'est bon. Voilà, là, je pense que c'est bon. Claude Gruffat, par vos propos, on a pu vous écouter nous expliquer que au sein des coopératives, il était possible de concilier performance économique et utilité sociale. Pourtant, elles restent souvent perçues comme des modèles alternatifs, voire marginaux face à l'économie classique. Selon vous, quels sont les freins culturels ou institutionnels qui limitent encore leur reconnaissance comme modèle économique pleinement viable et à grande échelle?
C'est une question qui est complexe, mais qui est intéressante. Et je commencerai par dire que, en fait, l'économie par les coopératives, elle émerge en cas de crise et de difficulté, et que c'est souvent le moment où on est créatif en idée pour résoudre, répondre et en tout cas essayer de sauver ceux qui sont en difficulté. Je prends l'exemple des coopératives agricoles. Elles sont nées dans les années 1880 en France parce que les agriculteurs étaient dans une situation mais incroyablement difficile. Ils n'arrivaient plus rien à vendre, plus de produits, plus rien. Je prends l'exemple du lait avec les coopératives dans le Jura. C'était vraiment le cas. Ils jetaient le lait au caniveau et ça a duré des mois et des mois. Et comment ils s'en sont sortis? Le jour où ils se sont pris par la main et qu'ils se sont dit, puisque ceux à qui on vend le lait d'habitude, ils veulent plus rien entendre, eh ben nous, on va se reprendre en main, on va faire notre marché nous-mêmes et on va aller chercher nos débouchés, etc. Et pour ça, ils ont fait des coopératives. Et ils s'en sont sortis. Et ils s'en sont sortis pour des décennies, voire siècles. Après, on a plein d'exemples. Je prendrai juste le deuxième, c'est quand les salariés ont été en difficulté avec des entreprises qui n'avaient plus de preneurs. On fait quoi? On a inventé les scopes. Et on a trouvé des solutions. Et on a repris et sauvé des entreprises grâce à ce système-là. Donc je pense qu'il y a des moments comme ça où tout d'un coup, la grande révélation, tiens, il y a le système coopératif et c'est en se basant sur ce système-là, donc en se basant sur les valeurs de la coopération, de la co-création, qu'on arrive à passer le cap et à trouver une nouvelle solution. Pour ce qui est... Alors, en ce moment, on ne peut pas dire que l'ambiance y soit. Hein. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le profit rapide, c'est les reventes avec des fortes plus-values de court terme. C'est voilà, on est dans un moment, c'est plus l'ambiance de la coopération et de la construction sur le long terme, c'est le profit court terme, c'est etc. Donc, c'est pas l'heure des coopératives. Ouais, ça, c'est sûr que c'est pas maintenant que on a des mesures gouvernementales, aussi bien en France qu'en Europe, hein, d'ailleurs, c'est pareil, pour dire, voilà, un système entrepreneurial qui va permettre de construire pour le bien public, pour l'alimentation, l'agriculture, pour les écoles, pour le social, pour l'éducation, pour tout ce dont on a besoin. Ce qui fonctionne, plus ou moins soutenu, mais c'est pas le moment où on crée. Bon, mais pour moi, ça va revenir, hein, parce que des besoins fondamentaux pour la société, on va en avoir. Moi, j'en ai un à vous proposer aujourd'hui. C'est la question de l'alimentation pour tous. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, on est dans une situation où la précarité alimentaire est un vrai sujet de société. On est à un moment où 22% de la population est en précarité alimentaire. Précarité alimentaire, la définition, c'est on ne sait pas ce qu'on mange ce soir, voire on ne sait pas si on mange tout court. Quand un pays comme la France en est à ce niveau-là, on ne va pas pouvoir supporter et subir ça longtemps. On va quand même avoir un problème à un moment. Comment on va s'en sortir pour arriver à régler cette situation? Et parmi ces 22%, chez les agriculteurs, ce qui pour moi est incompréhensible, 20% des agriculteurs sont en précarité alimentaire. Ah ouais, ça fait ouvrir des gros yeux, vous avez raison. C'est incroyable. En France, aujourd'hui, comment on en arrive là? Donc, pour ça, moi, la proposition, c'est de dire il faut qu'on arrive à retrouver la mise en musique, la mise en forme d'un système alimentaire sur les territoires en France pour retrouver, une production alimentaire sur les territoires, pour redonner la capacité à tout le monde d'avoir accès à une alimentation de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème de volume de production, nulle part. On a un problème d'accès à l'alimentation. C'est ça le sujet. La crise de l'inflation au niveau européen qu'on a eu, mondial, qu'on a eu après la déclaration de guerre en Ukraine, c'est pas un problème de volume. Hein. C'est 2022, c'est l'année où on a eu le plus de production sur la planète de tous les temps. En blé, en soja, en maïs, en tournesol, en colza, etc. Incroyable. C'est l'année où on a eu le plus. Et c'est là qu'on a eu l'inflation en un peu plus de 2 ans, à peine 2 ans et demi, de 23%. Quand même considérable sur les produits alimentaires. Donc on voit bien que ce n'est pas une question du volume de production, la production elle était là. Par contre, comment elle a circulé, comment ceux qui en avaient besoin y ont accédé, alors là il y a eu un sujet et on a eu un problème. Donc je reviens à mes territoires, il faut remettre ensemble, en création d'un système alimentaire sur les territoires, tous les acteurs du territoire. Et tous les acteurs du territoire, c'est les producteurs, c'est les transformateurs, ceux qui font les produits, et sur les territoires, on n'en a plus. Aujourd'hui, quand une cantine dit « je veux des carottes »,
Elle ne veut pas des carottes pour les repas, elle veut des carottes râpées. Qui râpe les carottes? Il n'y a plus d'opérateurs sur les territoires. Quand on veut du blé avec un boulanger ou une meunerie locale, il n'y en a plus. Donc déjà, voilà. Donc après, pour tout ce qui est le carnet, c'est pareil. Transformation de viande sur les territoires, on n'a plus de transformateurs. Donc il faut remettre en route et recréer des unités de transformation sur les territoires. Après, on a un problème de logistique sur les territoires. On peut trouver des situations où les produits existent d'une manière disséminée, mais personne ne les regroupe, donc ils ne sont pas visibles. Donc si la cantine veut 200 kilos de pommes, un producteur est incapable de donner ça à la semaine, mais par contre 8 producteurs sont capables de ça. Mais comment on regroupe l'offre pour pouvoir la rendre visible et l'offrir? Et puis après, il y a toute la question de la mise en marché. Vous voyez qu'on est dans un moment où il va falloir remettre les acteurs ensemble pour être capable de rendre visible et de créer un système alimentaire sur les territoires qui soit plus cohérent et qui soit juste intelligent et qui fonctionne. Et pour ça, moi, je propose les coopératives alimentaires territoriales. Réinventer un système statutaire via la coopération pour mettre en musique et mettre en mouvement un système alimentaire sur les territoires qui fonctionne. On relocalisera et on mettra de la souveraineté alimentaire sur les territoires et de l'accès à une alimentation saine pour tous sur les territoires. Et ceux qui n'y ont pas accès, évidemment, au système coopératif, on y ajoutera la sécurité sociale de l'alimentation sous la forme qu'elle sera décidée dans le territoire. Et évidemment, les collectivités locales en sont membres. Ce n'est pas possible que les principaux donneurs d'ordre ne soient pas présents dans la coopérative. On voit que là, on commence à retisser quelque chose. Mais voilà, maintenant, il faut se prendre par la main et il faut inventer ce statut-là. Peut-être vous enfermer en mode conclave, peut-être. Mais vous savez, il y a des territoires qui ont déjà ouvert le sujet, il y a des territoires qui ont décidé la souveraineté pour leur territoire il y a déjà 10 ans, 12 ans. Il y a déjà moi, je pense à la ville de Rennes qui a pris cette décision et qui a acheté du foncier pour installer des agriculteurs, pour pouvoir faire des produits pour la cantine, pour l'EHPAD, etc. Donc il y a des territoires qui ont déjà avancé. Je cite celui-là, pour prendre dans le sud-ouest, il y a Agen qui a décidé la même chose, etc. Donc l'idée, elle n'est pas toute neuve. Aujourd'hui, pour moi, les acteurs, ils sont en marche un peu partout. Et je l'ai vu dans mon mandat européen, quand j'ai fait ce que j'appelais le Tour de France de la bio, en pleine crise de la bio, précisément pour voir comment les gens pensent, alors que tout a l'air de s'effondrer autour, comment ils font. Et moi, je suis revenu de là très enthousiaste parce que de l'innovation, de la création, à travers le fait de se mettre ensemble, donc des systèmes coopératifs, il y en a dans toutes les sortes et toutes les formes. J'ai vu combien de cantines qui sont passées 100% bio, sans augmenter les prix ni aux parents ni aux collectivités. J'ai vu combien de communautés de communes mettre en place des nouveaux outils de transformation pour pouvoir faire des légumeries, pour pouvoir faire de la boulangerie, pour pouvoir faire des transformations de viande, etc. sur les territoires de manière intelligente, partagée entre les écoles, les EHPAD, etc., pour arriver à mettre en route quelque chose. Du coup, ils achètent des terres pour installer des maraîchers, pour installer des petits éleveurs, pour installer, etc. Et on est en train de remettre en route une machine qui devient intelligente sur le territoire. Alors, je vous remercie je crois que j'y touche plus. Alors, je vous remercie pour ces premiers échanges qui ont permis de dégager 4 axes, 4 grandes thématiques que je vais me permettre de reprendre. La première, gouvernance démocratique et participation citoyenne. La seconde, nouveau financement, finances solidaires, partenariat avec État et ou collectivités. Troisième axe, transition écologique et numérique. Et enfin, dernier axe, jeunesse et transmission des valeurs coopératives. Alors, j'avais envie de vous demander à tous les trois, à tour de rôle, si vous deviez choisir une priorité, une seule, ou deux, selon, quel serait votre choix et est-ce que vous pourriez nous le motiver? Alors, qui veut commencer? Bon, je commence. Alors, évidemment qu'elles sont toutes importantes. Enfin, je veux dire, c'est évident. Maintenant, comme je vais mettre ma petite casquette formation universitaire, donc c'est sûr que je vais mettre l'accent en ce qui me concerne sur la jeunesse et la transmission des valeurs coopératives parce que aujourd'hui, si on ne forme pas, si on n'informe pas, si on ne connaît pas ce modèle, la jeunesse d'aujourd'hui n'y pensera peut-être pas quand elle va se retrouver dans la situation. Il va falloir entreprendre parce qu'on risque de perdre. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un petit peu dommage de se dire on est obligé de relancer la machine. Ça veut dire qu'elle existait, pourquoi tout d'un coup on l'a perdue et ainsi de suite. Donc finalement, moi je vais mettre l'accent là-dessus, sur vraiment la formation dès le plus jeune âge et surtout l'expérimentation. Ouvrez les portes des coopératives, ouvrez les portes des mutuelles, des associations, des fondations, pour que si on voit que ça marche, on a envie aussi de pouvoir continuer, s'investir et s'impliquer dans ce modèle.
Moi, je veux bien continuer sur un axe qui est toujours moins développé dans l'ESG, c'est la gouvernance. Alors, ça peut paraître un petit peu moins important aujourd'hui parce que on est plus confronté aux réalités du terrain et la gouvernance, on la laisse un peu de côté, mais je vais quand même souligner qu'il y a des dangers. Nous on le voit, l'échelon européen. On voudrait que les banques coopératives rentrent dans de moules de grandes banques capitalistiques avec des actionnaires, etc., avec un schéma qui est bien défini, mais on est les vilains petits canards, hein, on le sait. Bon, on voit aussi qu'il y a des exigences en termes de gouvernance. Je vous ai évoqué tout à l'heure les actions de formation, effectivement. Qu'il y ait une dimension, entre guillemets, professionnalisation des administrateurs me paraît essentiel, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la tentation est grande que l'on mette non pas des administrateurs issus du sociétariat, mais des administrateurs indépendants, des experts. Voilà, des experts en tout, des experts en IT, des experts en risque, des experts en audit, etc., etc. Donc, il faut savoir que dans nos banques, y compris la CASDEN, qui est une banque coopérative, on a des experts. Nos salariés sont tous des experts dans ces domaines-là, dans tous les métiers. Mais moi, je crois qu'il faut être attaché à cette gouvernance où on reflète notre sociétariat, où on puisse faire remonter les besoins, les réalités du terrain. Et ça, c'est un axe que je pense qu'il va falloir défendre dans un avenir assez proche. Donc, je mets en avant la gouvernance. Et puis, lorsqu'on a évoqué cette thématique-là tout à l'heure, il y avait aussi ce qui était participation citoyenne. Nous devons aussi nous adapter, comme vous le disiez très justement, aux besoins du terrain et aux transitions. Donc, financer les transitions environnementales, sociétales, technologiques, bien évidemment. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être à l'écoute de notre environnement. Et ça, toutes les banques doivent être aujourd'hui dans cette démarche-là. Et puis, je finirai en corrélation avec ce domaine-là, c'est que nous avons... après notre programme Histoire, Sport et Citoyenneté, nous embarquons sur un nouveau programme qui s'appelle HEC, Histoire, Eau et Citoyenneté. On va mettre l'eau au cœur de notre programme pédagogique. Et là, la petite victoire que l'on a, c'est qu'on embarque, sans mauvais jeu de mots, les banques populaires, notre groupe, le groupe BPCE, des banques populaires et des caisses d'épargne, sur cette thématique-là. Et nous pensons construire, dans un avenir très proche, des réponses sur le terrain, sur chaque territoire, sur ce thème de l'eau qui, comme vous le savez, revêt une importance dans les mois, les années et les dizaines d'années à venir. Alors, moi, je prendrai le sujet. Il faut un micro, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Moi, je prendrai la question sous l'angle de la finalité des entreprises et particulièrement coopératives. Pour moi, quand le système coopératif porte un projet de société dont la finalité est le bien commun, le bien-être pour tous, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le social, que ce soit dans les solidarités, pour ma part, où j'ai beaucoup travaillé dans l'agriculture et l'alimentation, je pense que le modèle ne peut pas être comparé à des modèles capitalistiques classiques, parce que la finalité n'est pas la même, parce qu'on ne concourt pas à la même chose. Et quand on est dans deux mondes aussi différents, vouloir mettre en compétitivité, parce que ça c'est un grand mot, oulala, c'est important ça, aujourd'hui, et ne parler que de ça, on est à côté de la plaque et on ne met pas les choses au bon endroit. Quant à une entreprise qui concourt à préserver la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la fertilité des sols, quant à préserver un modèle d'agriculture qui concourt à ça, comment la mettre en compétition avec d'autres modèles d'agriculture pour la production de matières premières alimentaires? Ça ne tient pas la route, c'est pas cohérent. Ou alors, on s'en fout, et du coup, toutes les questions de la transition, du réchauffement climatique et de tout ce qui va derrière, c'est pas un sujet. Il paraît qu'il y en a qui disent ça, c'est pas vrai, bon, ok, mais on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité de ce qui est en train de se passer. Et si on veut maintenant porter des actions fortes autour de ces questions-là,
Je pense que le type d'entrepreneuriat coopératif est important. Et là, du coup, il faut être créatif dans beaucoup de choses. Dans le modèle de financement, on ne peut plus demander à des entreprises d'avoir un retour sur investissement en 5 ans ou en 7 ans quand on porte un projet de société et quand on porte la préservation des biens communs. Pas possible. Pour moi, il faut des financements de 15 ans, 20 ans et plus. Quand on parle de garantie financière sur les prêts, c'est pareil. Il faut que ce soit la force publique, il faut que ce soit des banques qui soient prévues pour ça, qui interviennent là-dedans. Il faut qu'elles soient soutenues pour le faire, pas qu'elles soient dans le même système de règles qui ont été citées pour la sécurité bancaire que dans les banques classiques. Une banque classique, elle a ses règles du jeu, etc. Une banque coopérative qui va soutenir des projets qui préservent le bien commun, elles sont dans d'autres réalités. Il faut inventer un nouveau système adapté à ça. On l'a fait par le passé. On a inventé des clés nouvelles pour arriver à porter des sujets aux différentes étapes que j'ai citées tout à l'heure, qui remontent à plusieurs siècles maintenant. Il faut qu'on retrouve cette capacité à ça. Il faut qu'on revienne à du législatif qui porte ça. Il faut qu'on revienne politiquement à une vraie conscience sur ces questions-là et du coup, mettre en œuvre et mettre en musique c'est des outils qui sont nouveaux et qui permettent la préservation du bien commun à un moment aussi clé que celui dans lequel on est en train de vivre en ce moment pour toutes les transitions qu'on appelle couramment transition écologique, mais ça a plein de formes et plein de formats, et pour cause, ça a plein de sujets qui sont assez différents. Donc, pour moi, maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à prendre à bras-le-corps et qu'on arrive à convaincre sur un plan sociétal et politique de soutenir ce modèle entrepreneurial pour traverser les crises qu'on est en train de traverser, qui sont des crises vitales pour l'avenir, pour tout le monde, en France, en Europe et dans le monde. Merci pour Voilà, c'est bon. Merci pour le vibrant plaidoyer. Donc, le message sera entendu, j'en suis certaine. Alors, le respect du temps a été parfait. Vous êtes pile poil dans le bon timing. Nous allons pouvoir prendre quelques questions dans la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros. Un micro, 2 micros-mains, formidable. Alors, ce que je vous demanderais, c'est de vous présenter avant de poser votre question, et puis peut-être préciser l'organisation ou l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. Donc, je vous en prie, la parole est à vous. Ou en tant que citoyen, tout simplement. Oui, aussi. C'est pas mal aussi, ça. C'est le plus important. Bonjour, moi je suis un particulier impliqué dans la vie sociale et via une association sociale et solidaire. J'avais une question concernant la multiplication qui ne semble pas pourtant prendre des groupements d'agriculteurs, par exemple, pour ne pas le citer, le quart d'heure paysan, qui est présent dans une partie du territoire. Pour d'autres, ce sont des groupements qui créent un magasin, des agriculteurs qui se réunissent et créent un magasin pour permettre justement à la population de profiter de produits locaux cultivés dans de bonnes conditions et bio pour la plupart. Et ces magasins ne trouvent pas leur public. Tout en étant conscient qu'il faut préserver les ressources, préfère se tourner vers des grandes surfaces qui n'ont pas forcément l'esprit éthique dans leur façon de vendre. Merci pour cette question et ce regard sur tout ce qui concerne la vente de proximité, qui a une grande valeur et qui n'est pas forcément dans un système coopératif, mais qui pourrait l'être. Mais en général, les magasins,
les magasins paysans, etc. C'est un groupe d'agriculteurs qui s'est associé, pas forcément en coopérative, mais si le fond y est, c'est pas grave. Moi, je classe ça dans tout ce qui est la vente de proximité, la vente directe, les AMAP et toutes les ventes de cette nature-là. Pour moi, ça fait. Donc, quand je parle des coopératives alimentaires dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est des membres extrêmement importants, intéressants, parce que eux, ils ont déjà fait un premier pas. Ils se sont regroupés pour commencer à proposer quelque chose de différent, effectivement, pour éviter d'aller dans les systèmes de concentrationnaires de richesse que sont les GMS, etc., pour proposer au territoire déjà une alternative au mode de consommation, mais au mode d'achat. Parce que quand on va faire ses courses à la grande distribution, on nourrit la grande distribution, donc on nourrit les multinationales, etc. derrière. Parce qu'eux sont approvisionnés principalement par les multinationales. Quand on va faire ses courses dans un magasin de proximité quelconque ou un magasin paysan, c'est autre chose en termes de gestes citoyens et où là, on réunit, moi j'appelle ça comme ça, on réunit le consommateur et le citoyen dans la même personne pour qu'ils s'y retrouvent avec, en tant que consommateur, je veux quoi, donc où je fais mes achats, et en tant que citoyen, je veux quoi autour de moi, du coup, quel impact ça a sur mon cadre de vie, etc. Donc, pour moi, c'est des initiatives, elles ne sont pas assez nombreuses, il n'y en a pas assez. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à trouver leur public, mais là, c'est des habitudes d'achat qui n'ont encore pas assez bougé. Parce que les gens aiment bien faire toutes leurs courses dans un endroit. Et quand, dans un magasin de producteurs, on trouve 40%, 60% de ses courses, il faut aller faire le reste ailleurs. Et ça, aujourd'hui, c'est pas la mode, c'est pas trop l'énergie. Donc, c'est ça, leur difficulté aujourd'hui, pour moi, elle est à ce niveau-là. Je peux y aller? Ok. Alors déjà, bonjour. Je m'appelle Déborah et je suis étudiante en première année à l'INSA, en école d'ingénieur, juste là-bas. Et donc, je m'y connais pas trop en économie, donc je sais pas si ma question va être pertinente. J'ai d'ailleurs 2 questions. Donc, ma première question, c'est on a parlé des coopératives donc, dans le secteur alimentaire et bancaire. Et je voulais savoir si vous pensez que tout ce système de coopérative, ça pourrait être un modèle général qui s'applique à d'autres secteurs que les Français consomment. Voilà. Et ma deuxième question, c'est vous disiez qu'en ce moment, la coopérative, c'est pas vraiment à la mode. Et comment vous pensez qu'on peut justement relancer tout ce système de coopérative? Voilà. Alors, je vais peut-être répondre sur les 2 approches. Déjà, quand vous disiez est-ce que ça peut être dans d'autres secteurs, il y en a partout. Dans l'énergie, on a parlé dans la santé, dans le système bancaire. Le modèle coopératif, vous pouvez le retrouver partout. Donc ça, c'est pas en soi une difficulté, c'est une autre manière d'entreprendre. C'est-à-dire que je fais l'expérience aussi avec mes étudiants. Je leur passe une petite vidéo pour les préjugés sur l'ESS. Bon, moi, je vous la conseille si vous la trouvez sur YouTube. Et première vidéo, c'est justement on voit une société, ils fabriquent des hélices de yacht. En apparence, hélices de yacht, bon. Sauf que c'est une coopérative. Et puis, il explique. Et ensuite, vous avez aussi la CGScope qui a fait toute une vidéo en présentant en fait des témoignages de salariés, de chefs d'entreprise, etc., qui expliquent qu'ils sont dans tous les modèles, dans tous les secteurs de l'activité économique et quelles sont les particularités. Quand on parle du modèle coopératif, vous pouvez l'appliquer partout, dans le bâtiment, dans le transport, dans les habitations, etc. Il y a des coopératives d'habitation, hein, donc c'est vraiment un modèle qu'on peut dupliquer. Ce qui est vraiment différent, c'est la gouvernance, le modèle économique et aussi, on veut faire véritablement autrement. Et moi, je trouve que le modèle coopératif, c'est le modèle qui est vraiment hybride, justement, qui reprend les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est vraiment dans l'ensemble de ces valeurs. Il y en a 6, on va dire, au niveau européen qu'on retrouve partout, mais qui sont mis en application, qui sont vraiment ancrés dans la pratique au quotidien. Donc, je dirais, si vous êtes en école d'ingénieur et que vous avez envie de créer une coopérative dans le bâtiment, welcome, il y a 0 problème et vous trouverez forcément une coopérative près de chez vous. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est pas à la mode. Moi, j'aurais pas dit ça tout à fait parce que si on prend la loi de 2014, quand même, la loi de 2014, elle a quand même mis en avant sur ces 5 objectifs, il y en a 2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était redonner du pouvoir d'agir aux salariés où on explique l'importance au moment d'un départ, la possibilité de reprendre par les salariés le modèle coopératif. Seul petit bémol, c'est qu'on doit les informer 2 mois. C'est une blague, mais pas tout à fait, 2 mois, donc avant le départ. Alors, on voit bien que 2 mois, si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas mis dans la peau d'un entrepreneur,
Enfin, c'est quand même compliqué de se projeter en tant que salarié. Donc, il y a vraiment un besoin de communication, d'information. Donc, si on forme dès le plus jeune âge, en tout cas, on vous donne un peu toute la palette. Je ne sais pas si vous avez été informé de ça dans votre école d'ingénieur, mais je ne suis pas étonnée. Je veux dire, si on vous informe un petit peu de toute cette palette, eh bien, le jour où vous êtes confronté à cette logique entrepreneuriale, vous dites « Ah bah, j'y ai pas pensé ». Nous, on travaille avec notre incubateur universitaire. Il a fallu faire tout un travail de formation, de sensibilisation sur toutes ces possibilités-là, parce que hormis la PME classique, vous voyez pas autre chose, quoi, ou la start-up. Donc, il faut vraiment expliquer ce que c'est. Alors, et le fait aussi que dans cette loi, on parle de provoquer le choc coopératif, c'est de montrer aussi que les coopératives, on disait tout à l'heure, on peut le retrouver dans toutes différentes formes, que ce soit les SCOP, pour plutôt la production, que ce soit les CAE pour l'entrepreneuriat, ou que ce soit les SIC qu'on peut retrouver dans plein de modèles. Il y a plein d'associations qui construisent le collectif sous forme associative, parce que c'est assez simple de constituer une association pour pouvoir créer le collectif et le projet, et qui ensuite, quand elles rentrent dans une logique de gouvernance multipartenariale, elles veulent intégrer, c'est ce que vous expliquez, des parties prenantes internes et salariées, mais externes aussi, des financeurs, des consommateurs, des usagers, etc. Elles se transforment en SIC. Donc ça passe par de la formation, par de la communication, et ça peut donner aussi beaucoup de sens à votre projet ou à votre projet entrepreneurial. Donc oui, c'est possible. Laetitia, avant de prendre une nouvelle question, est-ce que vous pouvez rappeler, vous avez évoqué un réseau interuniversitaire, et je crois que ça a suscité beaucoup d'attention. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de ce réseau et peut-être 2-3 mots sur en quoi ça consiste? Alors, le réseau interuniversitaire d'économie sociale et solidaire, on existe depuis plus de 25 ans, mais on s'est constitué en association, donc depuis 10 ans. C'est un réseau, c'est une communauté scientifique de recherche qui regroupe des chercheurs qui travaillent, des enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Donc, c'est ouvert aussi aux praticiens. Donc, c'est complètement open là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir croiser les savoirs. Il n'y a pas d'un côté des gens qui savent et puis d'autres qui ne savent pas. Donc, c'est plutôt au contraire vraiment de la co-construction. Ce réseau regroupe aujourd'hui 29 universités. C'est des chercheurs qui sont dans des universités. Donc, on est présent sur 29 universités. Une dizaine de chaires en économie sociale et solidaire sur l'ensemble du territoire. Donc, comme je dis, il y a toujours un chercheur en ESS près de chez vous. Ça, c'est facile à trouver. Sur ce site du RIESS, vous trouvez à la fois les informations sur les formations, comme je vous le disais. Vous pouvez être aujourd'hui bénévole et vous souhaitez vous former. Il y a des formations qui sont proposées dans des universités qui sont accessibles pour des gens qui sont bénévoles et qui veulent se former, on va dire, pour l'économie sociale et solidaire. Vous êtes étudiant, vous êtes salarié, vous souhaitez reprendre vos études, pas de problème. Vous allez forcément trouver une formation dans ce réseau qui pourra répondre à vos attentes sur votre territoire. Donc ça, c'est complètement accessible. Et si ça vous intéresse, notre prochain colloque a lieu fin mai, le 20 et le 22 mai à Brest. Si vous voulez aller visiter cette fois-ci la Bretagne, terre de l'économie sociale et solidaire aussi. Faut pas hésiter. Là aussi, vous trouverez les informations sur le site. Voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on essaye aussi de mettre en application les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, nous aussi, dans nos recherches, on a constitué aussi des réseaux au niveau régional. Moi, je fais partie de la région Grand Est. On a créé un réseau qui s'appelle Ressort. Donc là aussi, l'idée, c'était de pouvoir travailler avec l'ensemble des structures sur notre territoire, aussi bien sur l'offre de formation que sur la recherche. Et on a travaillé sur les questions de démocratie alimentaire et on a travaillé sur les biens communs et la gestion de l'eau, donc avec grand plaisir pour en reparler. Voilà. Et l'objectif, c'était de mettre en avant une coopération et pas une compétition, justement entre nous et entre formations, parce qu'il n'y a pas plus individualiste qu'un chercheur. Alors on a dit, nous, on va faire de la coopération. Voilà. Et pour donner une dimension locale à la réponse, en énergie, vous avez la possibilité de vous abonner à Enercop, voilà, qui est une coopérative de production d'énergie. C'est accessible à tous les citoyens et aux entreprises. Vous avez Énergie partagée, c'est une façon collective d'investir dans de la production d'énergie renouvelable. Vous avez Terre de Liens, c'est une façon collective d'investir dans du foncier pour installer des paysans qui, évidemment, vont faire de la bio et vont utiliser le bail rural environnemental qui n'existait pas avant Terre de Liens, qui a été inventé par Terre de Liens, c'est-à-dire que dedans, on a mis des critères sur la fertilité des sols, etc. On peut, et la liste peut s'allonger, il y a des entreprises du bâtiment en coopérative, en Loir-et-Cher, à Blois et autour, il y en a dans plein de domaines, en fait, et ça existe. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on ne pense pas à chercher, mais dès qu'on va sur Internet, vous allez les trouver. Alors, moi, je suis un grand consommateur de ces entreprises.
Mais en même temps, force est de constater que je le fais en acceptant de payer un surcoût. Et du coup, je me pose la question, est-ce que l'ESS, en fait, c'est quelque chose... Est-ce que c'est un secteur qui target les bobos uniquement? Et quand je vous entends dire on s'est limité à 15% de part de marché, moi j'entends, en fait, ça nous va bien, c'est là que sont les marges, c'est là qu'est notre marché, mais en fait, on ne peut pas cibler le grand marché. Or, si vous voulez être transformateur pour la société, il faut que ce secteur-là, peut-être, il soit capable d'aussi avoir des stratégies sur le low cost. Si vous voulez, justement, c'est sur le low cost qu'est fait le plus grand mal, en fait, dans les pratiques. Et donc, c'est une question pour Laetitia Le, puis peut-être pour vous aussi, de dire est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est possible que l'ESS aille aussi transformer la société et pas seulement une couche de consommateurs qui sont éveillés et souvent bobos, quoi. Enfin, qui ont un pouvoir d'achat, on va dire. Oui, puis je compléterai dans ces cas-là. Alors moi, je veux bien faire une partie. Voilà une question. Moi, vous reprenez notre exemple. Nous, le choix de dire, quand on fait 13% du marché, on est influent, et ça suffit, c'est pour faire quoi? C'est pour dire qu'il y a de la place pour les autres. C'est pas pour dire que c'est une histoire de bobo et on préserve notre niche, parce qu'à 13%, c'est pas ça, en fait. La niche est plus petite que ça. Mais c'est vraiment une question philosophique de dire, avec ça, on a l'influence pour mettre la qualité de bio cohérente qu'on veut en France. Après, mais il y en a d'autres qui peuvent le faire, et il y a d'autres acteurs. Et la porte est ouverte. Donc le sujet, c'est ça. Et ne pas être, de faire attention à ce qu'il y ait plusieurs acteurs dans un domaine d'activité, c'est extrêmement important. Alors nous, dans notre fonctionnement, par exemple dans la coopérative Biocop, quand on travaille avec les groupements de producteurs que j'ai cités tout à l'heure, on ne va pas plus loin que 25%. On ne souhaite pas aller plus loin. Pourquoi? Pour qu'ils aient plusieurs clients. Pourquoi? Pour leur sécurité. Tu ne peux pas dépendre d'un seul réseau ad vitam. Et si jamais on se casse la figure? Donc, et ça, dans la philosophie de l'esprit coopératif, c'est important aussi de donner de la place à tout le monde et de faire en sorte que le risque soit partagé. Quand on dit aux filières céréalières, pour un exemple, on va mettre notre approvisionnement chez plusieurs producteurs. Pourquoi? S'il y a un accident climatique, ils font quoi? Et nous, on a quoi comme produit? Alors, non seulement à l'intérieur d'un groupement, ils répartissent sur plusieurs producteurs, mais nous, on a fait plusieurs groupements de producteurs en France pour répartir géographiquement le risque, parce qu'une année, ça va être une mauvaise production en Bourgogne, on aura le sud-ouest, et inversement. Donc, tout ça, c'est de la construction. Il faut prendre la réalité de la vie dans les paramètres qu'on met en place pour assurer cette sécurité. Donc, c'est franchement dans l'idée il doit y avoir une multiplicité d'acteurs pour que la vie soit vivante. On ne peut pas faire tout avec un acteur. Alors, j'entends votre question parce que nous, on avait mis en place sur notre territoire avec la collectivité du Grand Reims, ateliers durables, non, c'était territoire durable, territoire responsable, et on avait mis en place des ateliers pour que les structures de l'économie sociale et solidaire, publiques et privées lucratives se rencontrent à travers justement cette question du développement durable, parce que je pense que ça peut être un lien et ça peut être l'occasion aussi pour l'économie sociale et solidaire d'être plus visible, de faire connaître ses valeurs, ses actions et de pouvoir travailler en coopération. Et dans les débats, on a eu une question qui rejoint un peu votre idée, j'imagine, c'est de dire entre l'urgence climatique et l'urgence de demain, qu'est-ce qu'on fait? Et cette question financière en disant, nous, on aimerait bien, mais financièrement, on ne peut pas, comment est-ce qu'on va accéder? Et c'est là aussi, et je pense que c'est un peu la teneur de vos propos, c'est de dire, comment est-ce qu'on va pouvoir rendre accessible pour tout le monde une alimentation saine? Et c'est pas qu'une question de moyens. C'est peut-être justement redécouvrir les producteurs locaux, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on passe en direct ou quand on va sur certaines chaînes, ça coûte pas plus cher. Le fait de pouvoir dire aussi, de travailler quand on parle entre guillemets de sensibilisation sur une alimentation saine, c'est vraiment de réexpliquer ce que c'est que l'alimentation saine, parce que parfois il y a des produits on ne sait pas les cuisiner. Donc si on ne sait pas les cuisiner, ils sont pas forcément plus chers, mais on va pas les prendre. Donc on va aller vers des produits qui sont peut-être moins bons pour la santé, et ainsi de suite. Donc ça passe vraiment pas uniquement que pour une question financière, parce qu'en fait cette question financière on peut la résoudre, on peut trouver une solution. Mais c'est aussi l'idée de dire j'ai le droit d'y aller. Ce que vous dites là sur l'alimentation, on a vu exactement la même chose sur la culture. Quand on met en place des actions pour une ouverture à la culture pour tous et autres, les publics cibles n'y vont pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, parce qu'on ne leur a pas expliqué que ça pouvait être pour eux et qu'eux aussi ils y avaient le droit. Donc il y a vraiment aussi cette question en fait de sensibilisation pour tous et d'expliquer que oui, c'est pas plus cher et on peut comparer. Voilà, quels sont les effets. Donc c'est pas que bobo. Moi, je veux bien finir, puisque vous ne m'avez pas posé la question. Donc,
C'est intéressant parce que c'est vraiment ce que vous dites, c'est, je pense, l'une des représentations qui émergent le plus dans votre voilà, au sein de tous celles et ceux qui sont freinés peut-être aussi pour accéder à l'économie sociale et solidaire, en tous les cas, un certain mode de consommation qui est un peu particulier, un peu différent. Moi, je vais simplement rappeler pour notre banque, dans Casden, le C, c'est caisse, le A, aide, et le S, social. Donc, par définition, on ne fait pas de différence entre un très haut fonctionnaire, avec des très hauts revenus, et aussi le simple AESH qui est un suppléant, voilà, dans son parcours, c'est les mêmes frais. C'est le même programme, c'est les mêmes offres. Voilà. Ce qu'on veut dire, c'est que dans cette démarche-là, il y a une dimension équitable, entre guillemets, suivant l'homme et la femme, et on place toujours au centre du cœur de notre coopérative l'humain. Donc c'est bien une aide pour tout le monde à un moment donné, malgré la situation professionnelle des uns et des autres. Il y avait une question. Vraiment très courte, parce qu'on va être obligé de conclure. Je vous en prie, allez-y. C'était le monsieur qui avait levé la main. Oui, très. Oui. C'est à moi peut-être là. Vous avez évoqué tout à l'heure les coopératives. Bon. Alors très court. Merci. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure les coopératives agricoles. Certaines coopératives agricoles sont devenues des mastodons économiques. Je citerai par exemple Terrena dans les Pays de la Loire. Quand on écoute un petit peu les acteurs dans ce milieu agricole, ça donne l'impression, si vous voulez, que les coopérateurs ont perdu le pouvoir au profit des dirigeants de ces coopératives. Et qu'en fait, ils n'ont plus de pouvoir. Je parle des coopérateurs. Donc, si vous voulez, ça va un petit peu à rebours de ce que vous évoquiez tout à l'heure, où les coopérateurs, ils participent aux décisions. Et là, on a l'impression qu'ils ne veulent plus, quoi. Ils sont broyés par la machine, quoi. Alors ça, excusez-moi, je réponds tout de suite, mais sur la gouvernance, c'est ce qu'on appelle la gouvernance indirecte. Et tout simplement, on retrouve la même chose aussi dans le milieu associatif. Moi, j'ai travaillé 5 ans avec la Croix-Rouge française, 18 000 salariés, plus de 56 000 bénévoles à l'époque. On se doute bien qu'à moins de prendre le Stade de France, on va avoir du mal à pouvoir faire une démocratie directe. Donc, en fait, dès qu'on est sur un effet de taille, il est évident qu'on est sur une démocratie indirecte. De dire c'est que les dirigeants qui décident, je suis pas sûre. C'est plutôt que on a une représentativité derrière. Après. Ça, c'est le système avec des représentants, effectivement, voilà. Mais Alors, oui, juste un petit complément. Puis, moi, tout à l'heure, je suis pas allé sur ce terrain-là, mais là, vous parlez du système coopératif qui a déraillé. Hein. Ah ben ça, c'est clair. Il est sorti du cadre et a opté pour un modèle de gouvernance qui n'a effectivement plus rien à voir. Vous avez le Crédit Agricole pour prendre une coopérative bancaire qui a créé une filiale pour être cotée en bourse. Bon là, l'actionnaire, évidemment, il n'a plus grand-chose à dire. Donc, et ça, c'est le risque du grossissement, etc. Quand on sort du cadre des valeurs et qu'on commence à écarter le sociétariat de base, oui, là, on déraille et puis on va dans tout ce que vous avez cité. Et qui a, dans le modèle alimentaire, généré l'agriculture industrielle, l'agroalimentaire industriel, puis la malbouffe, puis les problèmes de santé publique qu'on connaît. Oui, mais ça, c'est ce qu'il faut changer, en fait. Alors, monsieur, une dernière question, parce qu'après, il faut conclure et libérer la salle à 17h30. Oui, ça va être rapide, parce que j'avais plusieurs questions, mais il y en a une qui vient de vous apporter une réponse sur la taille, le volume et les effets du volume et de la taille des coopératives. Ma question, elle était double. La première, c'est est-ce que vous faites priorité du schéma coopératif par rapport au schéma associatif, ou quelle analyse vous faites entre les deux? Je pense aux partenaires financiers en particulier. Et la deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que l'innovation, la question de l'innovation est importante, parce que souvent les partenaires financiers opposent à des demandes d'accompagnement financier le fait de l'innovation qui serait incontournable. Or, moi je suis par exemple militant associatif dans le médico-social, et avant de faire de l'innovation sociale dans le médico-social, parfois il faut faire tourner le médico-social tout court. Il faut être avec des partenaires qui nous accompagnent sur le fait de continuer à faire fonctionner les choses sans forcément être dans la logique de l'innovation. Donc ce rapport à l'innovation, c'est
piège un peu voilà. Par rapport à l'innovation telle que on l'a décrit tout à l'heure et que Laetitia l'a décrit, c'est pas forcément l'innovation au sens technologique qu'on le propose. Hein. C'est pas celui qui va faire la plus grande découverte et qui va inonder le marché. C'est vraiment répondre à des besoins. Et des fois, les besoins sont un petit peu différents, mais pas tellement. Hein. Voilà, il y a juste à un moment donné, ce qui est proposé ne correspond pas aux besoins, à la réalité du terrain, parce qu'il y a des évolutions, hein, tout simplement, évolution de du contexte, de l'environnement, etc. Donc sur cet aspect-là, sur l'innovation, je pense que voilà, faut l'entendre un peu différemment. Après, pour le reste de la question, peut-être que Laetitia voudra répondre. Alors juste pour dire en 2 secondes, il n'y a pas un modèle qui est meilleur qu'un autre. Hein. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand j'expliquais que parfois, quand on veut créer un collectif assez rapidement, souvent on a des associations de préfiguration et ensuite on va avoir des coopératives qui peuvent se mettre en place, Donc c'est pas du tout une obligation. Il y a des modèles associatifs qui vont rester associatifs par rapport au projet. Donc en fait, là, quand on veut définir l'économie sociale et solidaire, la difficulté c'est la grande hétérogénéité des structures. Moi, j'aime bien le mot contingence. Hein. Je trouve que contingence, ça veut dire il n'y a pas une seule solution. Tout dépend du contexte et de la situation. Et puis, même à l'intérieur des associations, il y a une très grande hétérogénéité. Donc, répondre à cette question-là, il n'y a pas un modèle qui est plus qu'un autre. Dans le milieu du médico-social, eh bien, oui, il y a beaucoup avec les travailleurs sociaux, il y a beaucoup aussi d'associations. Et je rejoins ce qui a été dit par François sur les innovations. Au final, vous dites oui, il faut faire tourner la boutique. C'est souvent le modèle économique qu'il faut arriver à réfléchir pour au moins pérenniser l'activité. Et c'est là où peut-être le modèle coopératif peut parfois être une source d'inspiration, surtout dans le modèle associatif, en disant comment est-ce qu'on peut construire un modèle qui nous permette au moins d'être à l'équilibre et d'assurer la pérennisation de nos actions, surtout dans le médico-social. Alors quand je dis ça en 2 minutes, parce que je ne vous apporte pas plus de solutions, mais c'est pour dire que non, il n'y a pas un modèle qui est plus important qu'un autre. En tout cas, moi je ne pense pas. Et par rapport à ça, j'aimerais bien souligner le fait qu'il faut aussi un appel citoyen à préserver ça. Parce que quand on met dans l'aide à la personne, les coopératives et tout le système associatif et coopératif qui travaillaient là-dedans en compétition avec le privé, eh oui, mais on a accepté de le faire pour voir où on en est arrivé et comment on traite les personnes âgées dans les EHPAD pour faire du profit. On a atteint l'immoralité collective totale. Mais ça, il y a un moment donné, il faut que tout le monde se lève pour dire non à ça. C'est pas possible. On peut pas mettre en compétition ces choses-là. Ce que je disais tout à l'heure, si la finalité du bien commun, qui est, pour l'exemple qu'on cite là, c'est de préserver quand même la vieillesse des personnes et pour une fin de parcours qui soit qualitatif, on peut pas le faire dans la compétition financière. C'est impossible. On est d'accord. Avant de nous quitter, je vous propose à tous les trois de partager avec nous, avec le public, une piste concrète à retenir de ces échanges pour le futur des coopératives, un petit peu à la manière de I have a dream, si j'avais un rêve pour les coopératives. Laetitia. Eh bien, qu'on puisse justement reconnaître que c'est un mode d'entreprendre vraiment alternatif et qui marche. Voilà, donc montrer que ça marche. Même si on a plein d'exemples, j'ai toujours l'impression qu'il faut réexpliquer et qu'on a toujours l'impression que c'est une nouveauté alors que ça existe, comme ça a été dit, depuis des siècles. Moi, si j'ai un rêve à ce stade-là, à 17h30, c'est de voir mon idée de coopérative alimentaire territoriale prendre racine et fleurir partout en France. Et j'en profite pour lancer un appel. S'il y a des gens que ça intéresse de travailler ce sujet, soit sur un plan juridique, dans un nouveau modèle coopératif à faire émerger en France, mais là c'est du travail sur plusieurs années, soit sur des cas concrets sur des territoires, moi je suis preneur de vous rencontrer pour en parler. Moi, j'ai 2 rêves. Le premier, c'est qu'on ait vraiment des politiques, mais au sens large, qui investissent dans ce domaine. On sait que la loi Hamon a été une loi qui était plutôt intéressante sur certains aspects, mais qui n'avait pas les moyens derrière. Soyons clairs. Donc, j'aimerais vraiment que les prochains budgets, puisqu'on est en train de parler de budget, alors, voilà, jusqu'à lundi,
on envisage vraiment l'économie sociale solidaire avec une amélioration de la loi Hamon sur un certain nombre d'aspects. Et puis j'ai un small dream aussi, c'est qu'il y a cette dame qui est depuis tout à l'heure. Elle est frustrée. Je voudrais pas qu'elle parte frustrée de ne pas avoir posé sa question. Alors je vais lui laisser la parole. Et mon deuxième rêve, c'est qu'elle puisse s'exprimer. Voilà. Combien chevaleresque de votre part, je vous remercie. Non, en fait, les questions se répondaient au fur et à mesure. Et par rapport à la mentalité très individualiste, compétitive et concurrentielle propre à la française, je me demandais s'il y avait un mode d'emploi qui existait avec son éthique, ou si c'est en mesure de l'être, pour justement lancer d'une façon durable l'idée et le concept concret du coopératif, qui existe dans d'autres pays pratiquement de façon innée et instinctive. Mais ce n'est pas, si vous voulez, le modèle français. Donc on est là, on est en train de parler coopération. Depuis quelque temps, enfin au début je me disais, mais depuis quand on en parle? Est-ce que c'est à cause de la crise? Madame a mentionné que ça fait des siècles que ça existe. Mais évidemment, il faut le remodeler selon le temps dans lequel nous sommes. Et est-ce qu'il existe un petit fascicule? Est-ce qu'il existe des formations là-dessus? Bon, moi, je suis ancienne consultante en communication. Vous avez mentionné en deuxième point la nécessité de communication et d'information, mais à quel niveau? Est-ce que c'est en virtuel? Est-ce que c'est en concret? Est-ce que c'est en pratique, en mise en pratique? Je m'arrête là. Il y a sur de l'information, vous avez aussi tout le réseau de CGScope qui peut vous permettre déjà d'avoir de l'information sur les coopératives. Il y a vraiment beaucoup de sources bibliographiques, filmographiques et autres sur les coopératives qui vous permettent de montrer que c'est très riche. Et je veux dire, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de documentation sur les coopératives. Je pense assez accessible. Pour comprendre le modèle, comment ça fonctionne. Et de dire que s'il y a un mode d'emploi, etc., et dans les autres pays, faut savoir aussi, je prends juste le cas de la santé, sur les coopératives de santé, pour avoir fait une étude avec... on a été référent pour la France et la Belgique. En France, on a très peu de coopératives de santé. Mais pourquoi? Parce qu'on a un système de santé qui répond à ces besoins-là. Vous allez au Canada, s'ils ne sont pas autonomes, ils sont à 1000... si, franchement, si vous regardez dans d'autres pays, je peux vous assurer que ça répond par rapport à nos besoins, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Quand vous allez au Canada, ils sont avec la neige, ils nous disent « Ah, il faut vraiment qu'on soit autonome. » Oui, parce que le village le plus loin, parfois, pour certains, c'est à 1500 mètres, 1500 kilomètres. Moi, je dis, je suis en Espagne à ce niveau-là. Et ils me disent, nous, il faut qu'on soit autonome. Donc, il faut une coopérative de santé, il faut une coopérative sur l'alimentation, etc. Donc, le modèle coopératif, eux, c'est vital. C'est pour ça que dès l'école, ils expérimentent aussi le modèle coopératif, parce que c'est le seul moyen. Mais voilà, c'est une nécessité. Donc, ça veut dire, on revient sur de la... Oui, mais ça veut dire qu'il faut bien passer par de la formation, de l'information, et le plus jeune âge. Donc, ça va pas arriver comme ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à expliquer comment ça fonctionne, à pouvoir se projeter. Et moi, je dirais aussi que ça soit un choix. Voilà, il faut de tout et que ça doit être un choix. Mais au moins, pour avoir le choix, il faut être informé. Merci à vous pour vos questions, pour votre participation. Merci à tous les trois d'avoir été présents aujourd'hui et bravo à vous.